Mon père a porté un toast à mon frère à ma table. Ma mère a appelé le lendemain pour demander 50 000 €. J'exige le remboursement de chaque prêt, ai-je dit. Cette fille a fini de vous financer. Mon père a levé son verre lors du dîner de l'Action de grâce et a dit, honnêtement, la meilleure décision que ta mère et moi ayons jamais prise a été d'avoir ton frère. J'ai souri et j'ai dit, alors faisons en sorte que ce soit votre seule décision à l'avenir. Personne n'a ri. Personne n'a même cligné des yeux. Et c'est à ce moment-là que j'ai su exactement ce que je devais faire. Laissez-moi revenir en arrière. Je suis avocate fiscaliste. Je le suis depuis 7 ans. Je m'appelle Sloan, et je suis très doué dans mon travail. Ce pourquoi je ne suis apparemment pas doué, c'est de reconnaître pendant un temps embarrassant que les personnes qui m'ont élevé ont discrètement détruit chaque bonne chose que j'ai jamais construite. Le nom de mon frère est Grant. Il a 34 ans, 2 ans de plus que moi. Et d'aussi loin que je me souvienne, il a été le fils autour duquel notre famille gravite. Pas parce qu'il l'a mérité. Grant a la personnalité d'un golden retriever et ses instincts financiers aussi. Il part d'une bonne intention, la plupart du temps. Mais partir d'une bonne intention et bien faire les choses sont deux choses très différentes. Et Grant n'a jamais, pas une seule fois dans sa vie d'adulte, bien géré de l'argent qui n'était pas le mien. Cette action de grâce était la 3e que j'organisais dans ma propre maison. Pas la maison de mes parents, ma maison. Une maison de style artisan de 3 chambres. Je l'avais achetée à 28 ans et rénovée en grande partie moi-même le week-end, carreau par carreau, placard par placard, parce que j'aimais le travail et parce qu'elle était à moi. J'avais invité tout le monde. Mes parents, la sœur de mon père et son mari, l'ami d'université de ma mère qui vient chaque année, et Grant, qui est arrivé avec 40 minutes de retard avec une bouteille de vin à 14 € et s'est immédiatement assis sur la chaise que j'utilise en bout de table. Je n'ai rien dit à propos de la chaise. Le dîner était bon. La nourriture était bonne. Je cuisinais depuis mercredi. Mon père a découpé la dinde et en a fait toute une mise en scène comme il le fait toujours, en faisant une petite révérence après, comme s'il venait de pratiquer une intervention chirurgicale. Ma mère n'arrêtait pas de remplir les verres d'eau de tout le monde. Grant tenait sa cour comme à son habitude, parlant de sa nouvelle idée d'entreprise. Celle-ci impliquait des kits de préparation de repas pour les athlètes universitaires. Il travaillait sur son argumentaire depuis 3 mois. Et mon père n'arrêtait pas d'opiner du chef avec cette expression sur son visage, cette expression spécifique de fierté et de satisfaction qui, je crois, n'a jamais été dirigée vers moi une seule fois dans ma vie. Ce n'est pas de l'apitoiement sur mon sort. C'est juste ce qui était. Mon père s'est raclé la gorge et a dit qu'il voulait dire quelque chose. Il a regardé Grant et tout son visage s'est adouci. Il a parlé d'héritage, de ce que cela signifie d'élever quelqu'un avec une vraie vision, avec une soif de vivre. Il a dit à quel point il était fier. Il a levé son verre et puis il l'a dit. Honnêtement, la meilleure décision que ta mère et moi ayons jamais prise a été d'avoir ton frère. Ma mère a ri un peu, d'un rire doux et affectueux. Grant a regardé la table, faussement humble. Ma tante a fait teinter son verre. J'étais assise à 3 pieds de là. J'avais cuisiné le repas qu'ils mangeaient. La maison dans laquelle ils étaient assis avait été achetée avec l'argent que j'avais gagné, et pas une seule personne ne m'a regardé. J'ai dit ce que j'ai dit, cette phrase calme et claire. Et puis je suis allé chercher plus de pain dans la cuisine parce que j'avais besoin de 10 secondes seul. Au moment où je suis revenu, la conversation était passée à autre chose. Mon père demandait à Grant son calendrier de financement. Ma mère parlait à ma tante des projets de Noël. Personne n'a commenté ce que j'avais dit. Ils ne l'ont probablement même pas remarqué. J'ai mangé ma nourriture. J'ai été agréable. J'ai débarrassé la table. J'ai souhaité une bonne nuit à tout le monde à la porte. Et je me suis tenu sur mon porche et j'ai regardé leur voiture s'éloigner. Et j'ai pensé, d'accord, alors voici ce qu'ils ne savaient pas sur moi. Mon travail, à la base, consiste à comprendre exactement comment l'argent circule et exactement où il peut s'arrêter. Je sais comment structurer les choses, comment construire une architecture financière qui protège les actifs, et tout aussi important, comment la démanteler. J'avais passé des années à construire un filet de sécurité pour ma famille qu'ils avaient confondu avec un hamac. J'allais avoir besoin de quelques semaines pour penser clairement avant de faire quoi que ce soit. Mais la réflexion avait déjà commencé.
La situation, la version honnête de celle-ci, remonte à environ 5 ans. L'entreprise d'aménagement paysager de mon père était en difficulté. Il la dirigeait depuis 20 ans, avec une réputation décente, mais il s'était trop engagé sur certains contrats commerciaux et les marges s'étaient effondrées. Il est venu me voir, pas Grant, ni personne d'autre, moi, et m'a expliqué la situation. Il avait besoin d'une injection de capitaux. Il a prononcé le mot injection comme si c'était un terme médical, comme si l'entreprise était un patient. J'avais 27 ans. Je travaillais dans mon cabinet depuis 2 ans et j'avais des économies pour lesquelles j'avais été méticuleuse. Je lui ai donné 60 000 euros. Je l'ai structuré comme un prêt par le biais d'un accord en bonne et due forme que j'ai rédigé moi-même. Un taux d'intérêt inférieur à celui du marché, un délai de remboursement de 10 ans, des conditions généreuses. Mon père l'a signé. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit que je lui sauvais la vie. Il n'a pas une seule fois dans les années qui ont suivi, effectué le moindre paiement. Lorsque j'ai abordé le sujet au bout de 18 mois, doucement autour d'un café, ma mère est intervenue. Elle a dit que mon père était soumis à suffisamment de stress. Elle a dit que la famille ne tient pas les comptes. Elle a dit que je devrais penser à ce qui compte vraiment. J'ai beaucoup pensé à cela. Ensuite, Grant a eu besoin d'argent. Il avait une idée, une entreprise de nettoyage de voitures mobiles. Il avait besoin de capital de départ. Mon père m'a appelé et m'a expliqué que c'était une vraie opportunité, que Grant avait juste besoin d'une chance, que tout le monde ne trouve pas ses marques au même rythme. J'ai donné à Grant 22 000 euros. Grant a dirigé l'entreprise pendant 11 mois puis l'a dissoute, invoquant la saturation du marché. Je n'ai vu aucun retour sur investissement. Ensuite, il y a eu l'appartement. Grant voulait acheter un appartement. Il ne pouvait pas obtenir le prêt par lui-même. Mes parents m'ont demandé si je pouvais co-signer, juste pour la forme, a dit ma mère, juste pour le lancer. J'ai co-signé. Je suis toujours techniquement sur cette hypothèque. Grant a payé à temps exactement une fois sans un rappel de ma part. C'est l'architecture financière que j'avais construite. Silencieusement, invisiblement, pendant que mon père était assis en bout de ma table et disait à l'Assemblée que sa meilleure décision était son fils. La semaine après l'action de grâce, mon père a appelé pour dire qu'il avait passé un excellent moment. Il n'a pas mentionné ce qu'il avait dit. Il a demandé si je pouvais examiner un contrat que Grant était sur le point de signer pour l'entreprise de préparation de repas, parce que Grant respectait mon opinion professionnelle. J'ai dit que j'allais y jeter un coup d'œil. J'ai pris une note dans mon propre dossier. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Elle a dit que Grant était vraiment enthousiaste à propos de ce nouveau projet et que cela signifierait beaucoup pour la famille si je pouvais investir dans le premier cycle de financement. Elle l'a dit avec le même ton qu'elle utilise pour me demander d'apporter un plat d'accompagnement à Pâques, comme si c'était une petite chose informelle. Elle a mentionné un chiffre, 50 000 euros. J'ai dit que j'allais y réfléchir. J'y ai effectivement réfléchi. J'y ai réfléchi très attentivement, sous tous les angles. La façon dont je réfléchis à tout ce qui implique un transfert important de mes ressources. Et ce à quoi je revenais à chaque fois, c'était cette table de dîner, ce verre levé en l'air, ce sourire que ma mère a fait, ce son. J'ai appelé mon avocate, pas mon avocate de travail, mon avocate personnelle, une femme nommée Astrid, avec qui je travaille depuis 3 ans et qui ne gaspille pas ses mots. Je lui ai dit que je devais examiner plusieurs instruments financiers que j'avais créés au cours des 5 dernières années et évaluer mes options pour les restructurer ou les annuler. Elle m'a demandé ce qui avait changé. Je lui ai dit. Il y a eu un silence. Elle a dit, donne-moi une semaine. Pendant qu'Astrid travaillait, j'ai commencé à extraire des dossiers. Je suis doué pour cela. J'ai le genre de mémoire pour les chiffres qui rendait mes professeurs nerveux et qui rend mes avocats adverses nerveux et qui maintenant, je le supposais, allait rendre ma famille nerveuse. J'ai extrait chaque transaction, chaque accord, chaque virement bancaire. J'ai fait une feuille de calcul qui était franchement un chef-d'œuvre. Un total de 214 000 euros a été transféré de mes comptes vers la sphère de ma famille en 5 ans. Le prêt commercial de mon père non remboursé. La start-up de nettoyage de voitures de Grant dissoute à perte. La co-signature de l'appartement de Grant à jour de justesse avec mon intervention continue. Diverses sommes plus petites, plusieurs milliers par-ci par-là pour des urgences qui semblent toujours trouver Grant en premier. 214 000 euros.
J'ai imprimé la feuille de calcul et je suis resté assise avec elle pendant un long moment. Astrid a appelé. Elle avait examiné le contrat de prêt avec mon père. Elle m'a dit qu'il était valide et exécutoire. Elle a confirmé qu'en tant que cosignataire de l'appartement de Grant, j'avais certains droits en cas de défaut de paiement. Elle m'a dit quelles étaient mes options. Elle était lucide et minutieuse. Et à la fin de l'appel, elle a dit « Cela va être désagréable ». Je lui ai dit que je le savais. J'avais encore une information à rassembler avant d'agir. J'avais examiné le contrat que Grant voulait que je révise, celui pour sa nouvelle entreprise de préparation de repas. C'était un accord de partenariat avec 2 autres hommes et il était bâclé à quelques endroits, mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. Ce qui a attiré mon attention, c'est une ligne dans la section de divulgation aux investisseurs. Grant avait énuméré les sources de financement antérieures. Il avait indiqué sous l'investissement familial un montant de 95 000 €. Le total que je lui avais réellement donné pour tous ces projets était de 22 000 €, plus diverses sommes plus petites. Le chiffre qu'il a indiqué n'était pas exact. C'était près de 4 fois le montant réel. J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai rappelé Astrid. Elle m'a demandé à quel point j'étais sûr de mes propres dossiers. Je lui ai dit que j'étais certaine. Elle a dit qu'elle voulait faire appel à quelqu'un d'autre, une experte comptable judiciaire en qui elle avait confiance. J'ai dit oui. L'experte comptable judiciaire s'appelait Priya. Elle était efficace et elle a fait passer l'historique financier de Grant pour un dessin sur une serviette en papier. Ce qu'elle a découvert au cours des 2 semaines suivantes, ce ne sont pas seulement des chiffres gonflés dans une divulgation de partenariat. Elle a découvert que Grant avait, à 2 occasions distinctes, utilisé mon nom, mon vrai nom avec de faux documents comme référence dans des demandes de prêt auprès de prêteurs privés. Il m'avait décrite comme un investisseur formel avec un engagement financier continu envers ses projets. L'un de ses prêts avait été approuvé, 40 000 €. Il avait utilisé l'argent pour financer ce que ses relevés bancaires décrivaient comme des frais de consultation payés à lui-même, un bail sur une cuisine commerciale qu'il a utilisé pendant environ 3 mois et une série d'achats dans un magasin d'articles pour la maison. Je suis resté avec ça pendant une journée entière avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux être précise sur ce que j'ai ressenti, car je pense que les gens s'attendent à ce qu'une histoire comme celle-ci implique de la rage. Il y avait de la rage là-dedans quelque part. Mais ce qui reposait au-dessus de tout le reste était quelque chose de plus silencieux et de plus difficile à nommer. C'était l'épuisement spécifique de réaliser que quelqu'un que vous aimiez vraiment, non par obligation, mais par un sentiment authentique, avait décidé que votre succès était une ressource à laquelle il avait droit. Et que votre signature était quelque chose qu'il pouvait utiliser sans demander. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. C'est un modèle de décision au fil du temps avec une intention. J'ai appelé mon père. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais trouvé. Je lui ai demandé nonchalamment s'il avait quelque chose dont il voulait me parler. Il a dit que non. Tout allait très bien. En fait, Grant avançait vraiment sur ce nouveau projet. Cela semblait prometteur. J'ai dit que j'étais heureuse de l'entendre. J'ai dit que j'avais beaucoup pensé à la famille ces derniers temps. Il a dit que c'était gentil. J'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé la même chose. Elle a dit que tout allait bien. Elle a dit qu'elle espérait que je pensais au cycle d'investissement de Grant. Elle a ri un peu comme si c'était une petite chose amusante. J'ai dit que j'y pensais définitivement. C'était un mardi. Le jeudi, Astrid et moi nous sommes rencontrés dans son bureau. Elle a exposé le tableau complet. Le contrat de prêt avec mon père, valide, recouvrable avec les intérêts maintenant accumulés. La co-signature sur l'appartement de Grant. J'avais le droit de demander mon retrait du prêt sous des conditions spécifiques qu'Astrid avait déjà commencé à préparer. Les faux documents. C'était la partie sérieuse. Ce n'était pas une zone grise. Ce que Grant avait fait avec mon nom, c'était de la fraude. Astrid était très calme lorsqu'elle a prononcé ce mot. Elle l'a dit de la manière dont j'imagine que les chirurgiens disent les choses, simplement précis, sans décoration. Elle m'a demandé quel résultat je souhaitais. Je lui ai dit que je ne voulais pas que Grant aille en prison. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'une bataille juridique publique. Je lui ai dit que je voulais en sortir. Je voulais que mon nom soit retiré de tout. Je voulais que mon argent soit comptabilisé.
Et je voulais ne plus jamais être dans une position où quelqu'un pourrait utiliser mon succès comme un tiroir dans lequel il pourrait se servir sans demander. Je voulais que l'architecture soit démantelée. Elle a dit qu'elle pouvait faire ça. Nous avons envoyé la première lettre à mon père ce vendredi-là. Il s'agissait d'une mise en demeure formelle concernant le prêt commercial. 60 000 € plus 5 ans d'intérêt accumulés. Elle faisait référence à l'accord signé. Elle lui donnait 30 jours pour répondre. Nous avons envoyé une lettre séparée à Grant. Celle-ci était différente. Elle informait que j'étais au courant de l'utilisation frauduleuse de mon nom et des documents de prêt, que j'avais retenu les services d'une experte comptable judiciaire qui avait produit un rapport complet, et que j'étais prête à exercer des recours juridiques. Elle lui proposait également une alternative, un règlement structuré. Il retirerait mon nom du prêt de l'appartement en refinançant à son seul nom dans les 60 jours. Il me rembourserait le montant total du produit du prêt frauduleux et il fournirait une déclaration signée reconnaissant l'utilisation non autorisée de mon identité personnelle et professionnelle. Les appels téléphoniques ont commencé presque immédiatement. Ma mère a appelé le samedi matin. Sa voix était complètement différente de toutes les voix que j'avais entendues d'elle auparavant. Pas la voix autoritaire, pas la voix affectueuse, pas la voix culpabilisante. Elle semblait vraiment effrayée. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, qu'elle avait reçu un appel de mon père, que des avocats étaient impliqués, que ce n'est pas ce que font les familles. Je l'ai laissée parler. Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit, je sais ce que Grant a fait avec mon nom. Je suis au courant des demandes de prêt. Je suis au courant des faux documents. Je suis au courant de tout cela. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit très doucement, je ne savais pas ça. J'ai dit que je la croyais. J'ai dit que cela ne changeait pas ce que je faisais. Elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais être traité comme une personne et non comme un instrument financier. J'ai dit que j'avais passé 5 ans et dépensé 200 000 € pour essayer d'être suffisante pour cette famille et que tout ce que cela m'avait acheté, c'était un toast à l'action de grâce sur le fait que mon frère était le vrai cadeau. J'ai dit que j'avais fini d'acheter cette expérience. Elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit que je l'aimais et que l'amour n'était en fait pas la même chose qu'une disponibilité financière inconditionnelle. Je lui ai dit de m'appeler quand elle serait prête à parler et j'ai raccroché. Mon père a appelé dimanche. C'était l'appel pour lequel je m'étais préparé le plus soigneusement. Mon père ne recule pas. Mon père a grandi dans une maison où l'homme avait le dernier mot, et cela n'a jamais changé dans son esprit, peu importe le temps qui a passé ou l'accumulation de preuves que le monde fonctionne différemment maintenant. Il a appelé et sa voix était dure et contrôlée. Et il a prononcé mon nom une fois, Sloan. Et puis il a dit que je déchirais cette famille pour de l'argent. Pour de l'argent, a-t-il dit comme si c'était un passe-temps particulier que j'avais développé. J'ai dit, je ne déchire rien du tout. Je récupère ce qui m'appartient. Il a dit que le prêt était un cadeau et que je le savais. Que personne ne contracte un prêt auprès de sa famille. Que c'était une honte. J'ai dit que j'avais l'accord signé et que je serais heureuse de le partager avec lui à nouveau. Il a dit que Grant était de la famille et que ce dont je l'accusais était insensé. Que Grant ne ferait jamais une chose pareille, que j'avais toujours été jalouse de Grant, que j'avais toujours ressenti de la rancune face à la facilité avec laquelle les choses lui venaient. J'ai laissé cette dernière phrase reposer entre nous pendant un moment. J'ai dit, la facilité. Papa, d'accord. J'ai dit que je le contacterais par l'intermédiaire du bureau d'Astrid et j'ai mis fin à l'appel. Grant a appelé lundi soir. J'ai failli ne pas répondre. J'ai répondu parce que je voulais entendre ce qu'il dirait sans avocat dans la pièce, sans aucune mise en scène. Il a prononcé mon nom et puis il a dit qu'il pouvait expliquer. J'ai dit, d'accord, explique. Il a été silencieux pendant quelques secondes et puis il a dit que les premières fois où il avait utilisé mon nom comme référence, il pensait que c'était bon. Il pensait que j'aurais approuvé s'il me l'avait demandé. Il pensait que j'aurais voulu l'aider. J'ai dit, donc, tu n'as pas demandé parce que tu savais que j'aurais dit oui. Il n'a pas répondu à cela. Il a dit que la demande de prêt était différente. Il savait que c'était différent. Il était dans une mauvaise passe. L'entreprise de nettoyage venait de fermer et il a paniqué. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il réparerait cela. J'ai dit que je lui avais déjà envoyé un document très précis sur la façon dont il allait réparer cela et que j'avais besoin de sa réponse dans les 2 semaines.
Il a dit, est-ce que tu me détestes vraiment? J'ai réfléchi à cela. J'ai dit, non. J'ai dit que j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à m'assurer que Grant allait bien à un coup pour moi-même que je n'avais pas entièrement calculé jusqu'à récemment. J'ai dit que ce n'était pas de la haine. J'ai dit que ce dont j'avais besoin maintenant, c'était qu'il fasse cette chose difficile pour nettoyer le gâchis qu'il avait fait et qu'ensuite nous pourrions déterminer à partir de là ce que nous étions l'un pour l'autre. Il a dit qu'il parlerait à sa banque pour le refinancement. Les semaines suivantes ont été d'ordre transactionnel. Mon père a reçu la lettre de mise en demeure et a répondu par l'intermédiaire de son propre avocat avec un jargon disant que l'accord était un don et qu'il n'était pas exécutoire, ce qu'Astrid a rejeté proprement. Il y a eu un processus de médiation. Mon père ne m'a pas parlé directement pendant tout ce temps. À la fin, il a accepté un plan de remboursement, pas le montant total avec les intérêts, mais un paiement structuré qui était au minimum une reconnaissance que l'argent avait été réel et que l'obligation avait été réelle. Ce n'était pas tout ce qui m'était dû. C'était suffisant. Grant a refinancé l'appartement. Cela a pris 6 semaines et je suis sûr que ce fut douloureux. Son crédit n'était pas en grande forme, mais il l'a fait. Mon nom a été retiré de l'hypothèque un mercredi après-midi, et Astrid m'a envoyé un email d'une ligne qui disait « Terminé ». Je me suis assise à mon bureau, j'ai lu ce mot et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose dont je n'avais pas pleinement réalisé à quel point c'était serré. La déclaration signée reconnaissant l'utilisation non autorisée de mon nom. Celle-là a pris plus de temps. Le propre avocat de Grant l'a déconseillé, ce que j'ai compris, mais Grant l'a signé quand même. Il l'a envoyé avec une note manuscrite qui disait seulement « Je suis désolé de t'avoir fait te sentir comme une banque ». C'est une phrase étrange, et je l'ai lue de nombreuses fois depuis. Je ne sais pas exactement quoi en faire. Je l'ai mise dans le même dossier que le reste de la documentation. Mes parents ont déplacé leur action de grâce dans un restaurant l'année suivante. Je n'ai pas été invité, ou si je l'ai été, l'invitation ne m'est pas parvenue. J'ai passé cette action de grâce avec 2 amis du travail et nous avons fait exprès de faire une terrible purée de pommes de terre pour rire et nous avons regardé un film et j'allais bien. Plus que bien, en fait. J'allais tellement mieux que bien. Ce que j'en suis venu à comprendre, c'est ceci. Le problème n'a jamais été l'argent. L'argent n'était que le système à travers lequel circulait autre chose. Cette idée que mon travail dans la famille était de produire et que leur travail était de recevoir et que toute perturbation de cet arrangement était une trahison de ma part. Mon père croyait sincèrement qu'il avait construit quelque chose, une famille, un héritage, une chose digne d'admiration. Et dans sa comptabilité, j'étais une infrastructure, une route sur laquelle il conduisait, utile, censée être entretenue, pas quelque chose que l'on loue ou que l'on célèbre, juste quelque chose que l'on utilise. Ma mère m'aimait, mais elle aimait davantage la paix. Et maintenir la paix signifiait ne demander à personne de me voir clairement. Grant. Je pense que Grant n'y a tout simplement pas pensé la plupart du temps, ce qui est en soi une sorte de réponse. Je parle toujours à ma mère. Nous sommes prudentes l'une envers l'autre d'une manière que nous n'étions pas auparavant, ce qui est pire à certains égards et mieux à d'autres. Il y a des choses que nous ne disons pas, mais il y a aussi des choses qu'elle dit maintenant qu'elle n'avait jamais dites auparavant. De petites reconnaissances, des questions sur mon travail qui ne sont pas de simples préparatifs pour faire la transition vers une demande. Au printemps dernier, elle m'a appelé juste pour me dire qu'elle avait vu un article sur une affaire sur laquelle j'avais travaillé. Elle a dit, « J'ai vu ton nom. » J'ai pensé, c'est ma fille. Elle a fait une pause après l'avoir dit, comme si elle vérifiait si cela faisait son effet. Cela a fait son effet. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai dit, merci, maman. Nous avons parlé pendant 11 minutes de plus d'autre chose. Je ne parle pas à mon père. Pas encore. Peut-être un jour. Grant m'a envoyé un SMS en août. Il a dit qu'il avait trouvé un travail, un vrai, en gérant la logistique pour un distributeur alimentaire régional. Il a dit que le travail était ennuyeux, mais qu'il y était doué. Il a envoyé un 2e SMS qui disait « Je pense que j'avais besoin de ne pas avoir de filet ». J'ai lu cela et j'ai pensé à toutes les façons dont il pouvait le penser, et j'ai pensé que le cadeau le plus honnête que je lui ai jamais fait était peut-être d'être indisponible. J'ai placé l'argent que j'ai récupéré et des fonds supplémentaires que j'aurais auparavant filtrés vers le compte familial dans une petite fondation que j'ai créée. Elle finance des services d'aide juridique pour les femmes victimes d'abus financiers au sein de leur famille, parce que c'est ce que je connais et c'est ce que j'ai vécu,
et je préfère faire quelque chose de spécifique plutôt que quelque chose de vague. Il y a 3 femmes qui reçoivent actuellement un soutien par son intermédiaire. L'une d'elles m'a envoyé un mot que je garde sur mon bureau. Il dit « Je ne savais pas qu'on avait le droit de simplement s'arrêter ». Je pense souvent à cela. Vous l'avez. Il s'avère que vous l'avez. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est réellement brisé en premier. La relation ou l'histoire qu'il se racontait sur moi. Je pense que c'était l'histoire. Et je pense qu'elle s'est brisée bien avant ce dîner de l'Action de grâce. Peut-être avant même que je rédige le premier chèque. Ce que mon père a fait lorsqu'il a levé ce verre n'était pas exactement de la cruauté. C'était juste de l'honnêteté. Le masque est tombé pendant une seconde d'inattention, et j'ai enfin vu le visage en dessous. D'une manière étrange, je lui en suis reconnaissante. Voici ce que je sais sur la cause et les faits. Pas en tant que philosophie, mais en tant que chose que j'ai vu se dérouler en temps réel. La façon dont vous traitez quelqu'un lui enseigne exactement la valeur de ses propres ressources. Mon père m'a appris au fil des années et des années de rejet silencieux que mon travail était une infrastructure, fiable, remplaçable, qui ne valait pas la peine d'être célébrée. Mon frère a appris en le regardant que mon nom, mon crédit, mon identité étaient disponibles pour être utilisés. Personne ne s'est assis et n'a décidé de m'exploiter. C'était plus lent que ça. C'était une centaine de petites leçons absorbées sans que personne ne reconnaisse qu'elles étaient enseignées. Et j'y avais aussi mes propres leçons. J'ai appris que si je donnais assez, cela se traduirait par le fait d'être vu. C'est l'erreur la plus ancienne et la plus coûteuse qu'une personne puisse faire. Vous ne pouvez pas acheter l'appartenance. Vous ne pouvez pas financer votre chemin pour être aimé correctement. J'ai essayé pendant 5 ans et ce que j'ai obtenu, c'est une feuille de calcul qui s'élevait à 214 000 € et un toast à ma propre table qui ne m'incluait pas. Ce qui a changé, ce ne sont pas mes circonstances. Ce qui a changé, c'est que j'ai cessé d'accepter les conditions. Sloan, la version de moi qui est restée assise pendant ce dîner, qui a souri et qui est allée chercher du pain dans la cuisine. Elle n'était pas faible. Je veux être clair à ce sujet. Elle était patiente d'une manière qui avait tourné pour devenir quelque chose de nuisible. Mais elle n'était pas faible. Il a fallu une véritable intelligence pour construire ce que j'ai construit juridiquement et financièrement d'une manière qui m'a protégé lorsque j'ai finalement eu besoin de protection. Les bases que j'avais jetées des années plus tôt, la documentation minutieuse, les accords appropriés, la structure à toute épreuve de la société à responsabilité limitée. Rien de tout cela n'était accidentel. Une partie de moi a toujours su, je pense, que j'allais en avoir besoin un jour. C'est ce que je veux dire quand je dis que ce que vous êtes, les habitudes que vous prenez, la précision que vous apportez à votre propre vie, ces choses s'accumulent. Les habitudes de grandes se sont accumulées aussi, juste dans l'autre sens. Chaque fois que quelqu'un l'a couvert, chaque fois que j'ai transféré de l'argent sans poser de questions, chaque fois que mes parents ont détourné la faute de lui. Il s'est éloigné un peu plus de la nécessité de développer la chose qui le sauverait réellement. La responsabilité. La chose la plus honnête que j'ai jamais faite pour mon frère a été d'arrêter. Son SMS en août, je pense que j'avais besoin de ne pas avoir de filet, m'en a dit plus sur la valeur de cette décision que n'importe quoi d'autre n'aurait pu le faire. Je ne suis pas fier des années que j'ai passées à faire preuve de générosité financière en échange de miettes émotionnelles, mais je ne les regrette pas non plus. Parce que sans elles, je ne comprendrais pas de la manière dont je comprends maintenant au plus profond de moi-même ce que l'on ressent réellement lorsque l'on se tient sur un sol qui vous appartient entièrement. Les fondations que vous construisez pour vous-même avec vos propres mains et vos propres choix sont les seules qui ne bougent pas lorsque quelqu'un d'autre décide d'arrêter de les soutenir. Ce mot sur mon bureau, je ne savais pas qu'on avait le droit de simplement s'arrêter. Je le lis parfois dans les jours difficiles, non pas parce qu'il résout quoi que ce soit, mais parce qu'il me rappelle que la chose la plus utile que je puisse faire avec ce qui m'est arrivé est de m'assurer que quelqu'un d'autre trouve la porte un peu plus vite.